Et mon réveil, merci d'avoir choisi i24 News pour vous informer à la une de l'actualité ce vendredi. Après 2 semaines de violence en Israël, la diplomatie pourrait reprendre le dessus. Binyamin Netanyahu appelle Mahmoud Abbas à reprendre les discussions sans plus attendre. John Kerry, attendu dans la région, promeut la tenue d'un sommet pour la paix. De leur côté, les Palestiniens appellent ce vendredi à une journée de la colère. L'accès sur l'esplanade des mosquées a été limité aux hommes de plus de 40 ans dans la ville de Naplouse. Nouveaux affrontements cette nuit. Et vous le voyez sur ces images, 2 jeunes Palestiniens ont incendié le tombeau de Joseph à l'aube il y a quelques heures à peine. Et puis dans la guerre des images, Israël tente à coups de vidéos cette fois de démentir la propagande de l'autorité palestinienne. Le terroriste de 13 ans qui a poignardé un enfant israélien de 13 ans n'a pas été abattu par Israël. Il est bien vivant et soigné dans un hôpital israélien. Binyamin Netanyahu renchérit lui-même hier soir. Enfin, en attendant, les Israéliens continuent de vivre dans la peur. Scène de panique hier dans un train de Haïfa, course-poursuite à Tel Aviv et puis une grande chaîne de supermarchés qui retire les couteaux de ses étagères. On y revient dans un instant. Bienvenue à tous. C'est donc une tension latente qui continue de régner en Israël après 2 semaines d'attentats terroristes quotidiens. Et bien la journée d'hier s'est déroulée sans incident. Le récit d'Elsa Mourgue. Les ruelles de la vieille ville de Jérusalem, pratiquement désertes, bien loin de leur fréquentation habituelle, l'économie est en berne. Allez donc vous promener aux alentours, il n'y a personne dans la vieille ville, c'est complètement mort. Et à la place des touristes, des policiers, gardes-frontières et soldats, une présence massive dans tout Jérusalem et particulièrement aux abords de la vieille ville où les forces de sécurité procèdent régulièrement à des fouilles. Ces derniers jours, le gouvernement israélien a pris plusieurs mesures exceptionnelles comme le bouclage des quartiers arabes de Jérusalem-Est. Des checkpoints ont été installés pour contrôler les passages de Jérusalem-Est à Jérusalem-Ouest. C'est difficile, nous avons tout le temps la police à côté de notre maison. Aujourd'hui, je n'envoie pas mon enfant à l'école. Ici, les gens veulent vivre avec vous, mais ils ne peuvent pas faire comme nous, être démocrates et dire en public qu'ils veulent la paix ou autre chose. Parce que s'ils disent ça, ils se font tuer. Les Arabes s'entretuent. Les civils veulent aussi tenter de se protéger. Encouragés par les autorités, les ventes d'armes explosent. Et ceux possédant une licence de port d'armes ont été invités par le ministre israélien de la Défense à porter leurs armes sur eux, de manière visible. Mon épouse a très peur quand elle sort. Elle m'a demandé d'acheter une bombe lacrymogène ou quelque chose pour se protéger et se sentir plus en sécurité dans la rue. Le niveau de sécurité est maximal. Voilà, et dans ce climat, la diplomatie pourrait reprendre le dessus. Binyamin Netanyahu a donné une conférence de presse hier à l'intention des médias étrangers. Il a appelé Mahmoud Abbas à revenir immédiatement à la table des négociations pour stopper ce cycle de violence. On l'écoute. J'appelle tous les jours, dans tous les forums possibles et imaginables, au Congrès américain, à Jérusalem, à Tel Aviv, à l'ONU. J'appelle aux négociations. Pas au Népal parce que j'y ai pas encore été. J'appelle au président Abbas de revenir à la table de négociation immédiatement et sans précondition. Alors que nous parlons maintenant, je suis prêt à le rencontrer maintenant, dans 5 minutes. Je parle d'une suggestion que John Kerry et moi et le roi Abdallah et d'autres se rencontrent. J'en suis d'accord, aucun problème. Nous l'avons fait il y a 1 an. Ça a été d'ailleurs fructueux et ça pourrait avoir lieu immédiatement à nouveau. Pourquoi pas ? Voilà, et on prend tout de suite la direction de Jérusalem où on vous retrouve Daniel Haïk. On va revenir dans un instant sur ces déclarations de Binyamin Netanyahu. Mais avant cela, quel est le climat dans la ville ce matin après une journée sans incident hier ? Eh bien écoutez Barbara, je veux dire nous nous trouvons ici à l'entrée d'Armon HaNatsiv, un quartier meurtri par plusieurs attentats au cours des dernières semaines. Eh bien la tension ici est tout de même très palpable. Par contre, il faut souligner que dans la vieille ville de Jérusalem, il y a des forces de sécurité extrêmement importantes qui ont été déployées en perspective des prières donc du vendredi sur le mont du Temple, des prières que la police a réservées aux hommes de plus de 40 ans
et à l'ensemble des femmes afin d'éviter tout débordement. Mais il y a un point important que je tenais à souligner puisque c'est un témoignage visuel. Je me suis promené hier soir dans le cœur de Jérusalem, au centre de Jérusalem, et de manière stupéfiante, presque incroyable, eh bien, j'ai pu remarquer qu'il y avait des centaines de jeunes attablés à la terrasse des cafés et des restaurants et qui vaquaient, on va dire, à leurs occupations, qui essayaient de revenir au cours normal de leur vie, comme ils le font d'habitude. Alors moins de monde que d'habitude, mais tout de même quelques centaines de jeunes qui sont venus d'une certaine manière braver les menaces. Alors voilà pour la situation à Jérusalem. Daniel, on vient d'entendre Binyamin Netanyahou appeler Mahmoud Abbas à reprendre les discussions. Il évoque également un sommet israélien-palestinien sous l'égide de la Jordanie et des États-Unis. Que sait-on exactement de cette initiative ? Écoutez, il y a effectivement des rumeurs sur un sommet prochain qui pourrait se tenir à Amman, peut-être même dès la semaine prochaine, au moment de la visite de John Kerry, un sommet entre Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas pour tenter de restaurer le calme ici dans la région. On sait également que John Kerry, après avoir, on va dire, redressé les propos tenus un peu étonnants, tenus par son porte-parole, et après avoir assuré Israël de sa sympathie, affirmé qu'Israël avait le droit de se défendre, eh bien John Kerry serait en train de préparer un plan en 2 points visant à restaurer le calme. Un plan qui premier point, mettrait fin à l'incitation, à la haine, et deuxième point, qui créerait une structure visant à une structure presque internationale avec les Américains et les Européens et également les Israéliens et les Palestiniens afin d'éviter toute violation du statu quo sur le mont du Temple. Alors voilà pour ce sommet qui pourrait être en préparation. Dans le même temps, Binyamin Netanyahou a eu des mots durs hier à l'égard du président palestinien qu'il continue d'accuser de propagande mensongère. Oui, on peut dire que d'une certaine manière, Binyamin Netanyahou a saisi l'occasion que Mahmoud Abbas lui a fournie en accusant dans son discours d'avant-hier soir les Israéliens d'avoir exécuté le jeune Ahmed Mantzara. Il a prouvé, Binyamin Netanyahou, photos et vidéos à l'appui, qu'il n'en était rien, que le leader palestinien jouait avec la vérité, pour être clair, et que finalement Ahmed Mantzara était bel et bien vivant, qu'il était soigné dans un hôpital israélien, qu'il n'était pas aussi inoffensif que l'avait prétendu Mahmoud Abbas et qu'il n'était pas du tout innocent, preuve à l'appui de l'arme avec laquelle il a agressé un jeune enfant israélien de son âge. Alors on reviendra sur ces images dans quelques instants. Merci Daniel, vous nous tenez évidemment au courant de tout développement à Jérusalem ce matin. Et puis toujours au chapitre diplomatique, sachez en bref que le Conseil de sécurité de l'ONU doit tenir ce matin à New York une réunion d'urgence sur la situation à Jérusalem et dans les territoires palestiniens. Une réunion qui a été demandée hier par la Jordanie, membre du Conseil de sécurité. Voilà, et du côté de la diplomatie américaine, on tente également de passer à la vitesse supérieure. On l'a dit, John Kerry a confirmé cette nuit qu'il se rendra bel et bien dans la région dans les jours qui viennent. Et il a répété le droit d'Israël à se défendre. Je vous propose d'écouter le secrétaire d'État américain. Nous condamnons fermement les attaques terroristes contre des civils innocents et il n'y a absolument aucune justification pour ces attaques répréhensibles. Nous allons continuer à soutenir Israël dans son droit à se défendre. Il est extrêmement important que le calme soit rétabli dès que possible. Je vais me rendre dans la région dans les prochains jours. Nous allons rester très étroitement engagés et soutiendrons les efforts pour stabiliser la situation. Myriam Danan, la diplomatie internationale commence donc par prendre la mesure de la situation. On a entendu John Kerry à l'instant. Et il faut attendre quoi de cette initiative américaine ? Alors, initiative américaine et puis initiative onusienne aussi, on l'a précisé avec cette réunion du Conseil de sécurité. Alors, John Kerry va arriver à pas feutrer dans la région Moyen-Orient où il n'a pas mis les pieds en Israël, il faut le rappeler, déjà depuis le mois de juillet dernier. Et puis, beaucoup d'atermoiements au cours de ces dernières semaines. Il a beaucoup hésité avant de se mêler davantage de la situation jusqu'à finalement ne plus avoir le choix. Alors, le plan, on le connaît, c'est une réunion tripartite avec Mahmoud Abbas également et Binyamin Netanyahou, le tout par l'entremise de la Jordanie. Alors, Binyamin Netanyahou s'est déjà montré clairement
apparemment favorable à un tel entretien, notamment sans aucune condition. Du côté palestinien, pas encore aucun son de cloche du côté de Mahmoud Abbas pour un éventuel accord pour une telle rencontre. On sait que Mahmoud Abbas va éventuellement demander un gel immédiat des constructions avant toute rencontre, avant le Premier ministre israélien. John Kerry qui a également fait marche arrière sur la situation avec une accusation qui a été très mal prise en Israël au cours de ces 2 derniers jours sur un éventuel usage abusif de la force, une conclusion qui avait été tirée par son porte-parole Kirby à la suite d'une vidéo extrêmement contestée en Israël et puis une marche arrière qui a donc été notée hier. Israël a le droit de se défendre et nous soutenons Israël dans sa lutte contre le terrorisme, a souligné à nouveau John Kerry. Est-ce que c'est l'intervention américaine qui va pouvoir calmer les esprits, arrêter ce site de violence? Alors là, il faut préciser qu'il ne faut peut-être pas trop en attendre de la diplomatie internationale. Cette réunion du Conseil de sécurité a donc été décidée par la Jordanie qui depuis déjà plusieurs semaines accuse Israël d'ébranler le statu quo sur l'esplanade des mosquées. C'est une réunion qui fait suite également à une réunion du groupe arabe à l'ONU. Et donc du côté américain et français, il faut noter que Laurent Fabius a demandé un entretien avec John Kerry également pour reprendre l'initiative sur le dossier israélo-palestinien. Eh bien ce dossier n'est définitivement pas une priorité. Les yeux du monde sont toujours fixés sur la lutte contre Daesh et plus spécifiquement sur le rôle que la Russie et l'Iran sont en train d'y jouer. Merci pour ces précisions, Myriam. Et dans cette crise, qui est aussi une guerre des images, on l'a évoqué, Israël tente cette fois à coup de vidéos de démentir la propagande de l'autorité palestinienne. Le terroriste de 13 ans qui a poignardé un enfant israélien âgé, lui aussi de 13 ans, n'a pas été abattu par Israël. Il est bien vivant, hospitalisé en Israël. Binyamin Netanyahou a renchéri sur la question hier soir. Explication Joseph Emmanuel. Il est bel et bien vivant. Il est soigné dans l'hôpital israélien En Kerem à Jérusalem et les médecins affirment qu'il ira bien. Il est hospitalisé dans l'un de nos services, dans un état modéré, voire léger. Il est bien soigné. Nous pensons qu'il pourra sortir dans les prochains jours. Ahmed Manassra, 13 ans, et son cousin, 15 ans, ont été neutralisés par les forces de police israéliennes. Nous sommes lundi et les 2 cousins viennent de poignarder un garçon israélien à peu près du même âge qu'eux. Bien loin de la version palestinienne, car immédiatement après l'attaque, les réseaux sociaux s'emparent de l'image de l'adolescent à terre pour en faire un symbole sur la toile palestinienne, mais également chez de nombreux Arabes israéliens. On ne parle pas de l'attaque au poignard qui vient d'être commise, mais on accuse au contraire la police israélienne d'avoir exécuté de sang-froid Ahmed et son cousin. Les accusations sont graves. La réponse de la police israélienne ne tarde pas. Elle a tout simplement diffusé les images de vidéosurveillance. On y voit les 2 jeunes Palestiniens marcher calmement dans la rue, puis réapparaître armés de couteaux. Ils poignardent un premier passant. L'homme, grièvement blessé, réussit à s'échapper. Les 2 cousins poursuivent leur périple meurtrier, armes toujours visibles en main. À cet instant, un jeune adolescent israélien sort d'une épicerie et remonte sur son vélo. Il est violemment projeté à terre et poignardé par les 2 adolescents. Blessé au cou, le jeune Israélien est transféré à l'hôpital dans un état critique. Il lutte toujours contre la mort. Sur les dernières images, on voit l'un des 2 terroristes se jeter couteau levé vers les forces de l'ordre qui ouvrent alors le feu. Ahmed est blessé. Dans les minutes qui suivent la diffusion de cette vidéo, les réseaux sociaux cessent de parler de cette affaire. Ce qui n'est pas le cas de Mahmoud Abbas. Il s'adressait aux siens mercredi soir comme si ces vidéosurveillances n'existaient pas, comme si aucune attaque au couteau n'avait eu lieu. Nous ne céderons pas face à la force brutale à l'occupation et à l'agression menée par le gouvernement israélien et ses colons, qui pratiquent le terrorisme contre notre peuple et exécutent nos fils de sang-froid, comme ils l'ont fait avec le petit Ahmed Manassra. Mahmoud Abbas accuse donc Israël d'avoir exécuté le jeune Ahmed Manassra, pourtant bel et bien vivant, un détail qui n'échappe pas au Premier ministre israélien. Hier, le président palestinien a accusé Israël d'avoir exécuté un adolescent palestinien inoffensif et innocent. Alors voici la vérité. Premièrement, il n'est pas mort, il vit. Deuxièmement, il n'est pas inoffensif. Enfin, il n'est pas innocent. Il a tenté d'assassiner un adolescent de 13 ans qui roulait à vélo. Et c'est lui le véritable innocent. Un détail qui n'a pas non plus échappé à la presse israélienne. Ce matin, elle titrait sans confusion possible « Mahmoud Abbas, menteur ».
Et face à des dizaines d'articles qui accusent le Raïs palestinien de mensonges, Mahmoud Abbas aurait quelque peu tempéré ses propos. Et on l'a dit, première journée hier depuis le début de ces violences sans incident, ni à Jérusalem, ni dans le reste du pays. En revanche, la psychose continue de régner chez les Israéliens. Rudy, vous nous en dites un peu plus. Oui, à force de voir des vidéos d'attaques sur Facebook à longueur de journée, à force d'échanger aussi des instructions pour se protéger, puis à force aussi de voir les autorités de son propre pays vous encourager à la prudence, eh bien s'installe petit à petit dans la société israélienne une véritable atmosphère de psychose, une atmosphère bien étrange, et chaque micro-événement peut créer la panique. 2 exemples hier à Tel Aviv. Dans la matinée, un véhicule suspect a été repéré par des policiers. Alors s'engage une course-poursuite dans toute la ville qui se terminera quelques heures plus tard dans la banlieue du côté de Givat-Haïm, et les 2 hommes ont été interrogés puis relâchés. Autre symptôme de cette panique du côté de Haïfa, dans le nord d'Israël, un militaire croit dans un train repérer un individu suspect. Il tire en l'air, le coup de feu crée un mouvement de panique, le train est arrêté, le train est évacué comme vous pouvez le voir sur ces images. Donc vous voyez, chaque micro-événement peut dégénérer. Voilà, un train immobilisé pendant de longues minutes. Et puis autre mesure de précaution dans cette atmosphère, ça fait beaucoup de bruit. C'est une chaîne de grande distribution qui décide de retirer tous les couteaux de ses rayons. Oui, c'est une des plus grandes chaînes de magasins en Israël qui s'appelle Rami Levi. C'est un petit peu l'équivalent de Carrefour ou Auchan en France. Eh bien, Rami Levi, que vous voyez à l'écran, c'est le patron de la chaîne éponyme, a par mesure de précaution décidé de retirer donc tous les couteaux de ses rayonnages. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chaîne de magasins a autant d'employés juifs que d'employés musulmans, et au contraire, Rami Levi a toujours été connu pour œuvrer pour le rapprochement par le travail des 2 communautés. Alors pour lui, ce n'est pas du tout une mesure discriminatoire, mais une simple mesure de précaution, une manière aussi de rassurer ses clients. Et puis il a ajouté d'ailleurs dans l'interview qu'il a donnée à la chaîne numéro 2 israélienne, qu'il avait aussi demandé à des agents de sécurité de faire le tour discrètement de ces magasins pour détecter des comportements qui pourraient être suspects. Voilà qui en dit long sur l'atmosphère en ce moment en Israël. Merci pour ces précisions. On vient de le voir, les Israéliens continuent donc de vivre dans la peur, mais tentent de s'organiser. Alors face à ces attaques qui peuvent surgir n'importe où et à n'importe quel moment, eh bien, la population apprend à se défendre. Les cours d'autodéfense affichent complet, tout comme les stands de tir. Reportage à Jérusalem de Mathias Inbar. Jérusalem. Des personnes attablées en extérieur dans un restaurant, des rues bondées. On est loin de l'image d'une ville morte, mise sous tension par plus d'une dizaine d'attaques au couteau. Mais à quelques dizaines de mètres de cette rue commerçante, le contraste est saisissant. Nous sommes dans une armurerie, car face à ces attaques, ce sont des civils qui pour la plupart interviennent pour maîtriser les terroristes. Le ministre de la Sécurité intérieure a ainsi décidé de faciliter l'obtention de ports d'armes. Depuis, ce magasin ne désemplit pas. Tu as vu ce qui se passe dehors, les gens sont pétrifiés, les gens ont un large choix de capsules de gaz poivré et lacrymogènes, et pour ceux qui en ont le droit, nous leur vendons des armes, ce qui les rassure. Ce qui se passe, c'est que certains avaient un permis et prenaient leur temps avant d'acheter une arme. Désormais, ils viennent tous d'un coup. Les réglementations sont toutefois très strictes. Seuls les gradés dans les forces de sécurité et les habitants des implantations ont le droit de se procurer une arme. D'autant qu'il faut plusieurs mois avant d'en obtenir le droit. Les nouvelles directives ne s'appliquent donc pas à tous les civils. Est-ce suffisant pour rassurer les détracteurs qui craignent que les Israéliens aient un usage trop rapide de la gâchette ? Si quelqu'un possède une arme, c'est tout à fait naturel de la porter. En temps de paix, pas de problème qu'elle soit dans un coffre-fort. Mais là, on est dans une situation de violence. Nos stands de tir servent à entraîner les gens à savoir se défendre, pas à attaquer. Aaron vit à Bétar, une implantation du sud de la Cisjordanie. Il vient aujourd'hui réparer son arme, presque par défaut, nous dit-il. Qui veut d'une arme? C'est dangereux. Elle est à la maison, à côté de mes enfants. Ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais c'est une question de survie. Il faut survivre, vivre et se protéger. N'importe quel être humain ferait tout ce qu'il peut pour se protéger. C'est tout. Une question de survie pour ces citoyens. Pour autant, on est encore loin d'être au Far West.
En tout cas, ce qu'on peut dire ce matin, c'est que cette journée pourrait être décisive dans la tournure que vont prendre les événements. À noter que les Palestiniens appellent ce vendredi à une journée de la colère. Alors pour parer à toute escalade, l'accès à l'esplanade des mosquées a été limité ce matin aux hommes âgés de plus de 40 ans. Et sur ces images, vous le voyez, il y a quelques heures, des Palestiniens dans la ville de Naplouse ont mis le feu au tombeau de Joseph. Des images qui commencent à faire le tour des télés israéliennes et qui pourraient remettre le feu aux poudres. Voilà, dans la ville de Bethléem ou des affrontements, dans les villes de Naplouse, excusez-moi, où des affrontements ont eu lieu cette nuit entre forces de l'ordre israéliennes et jeunes manifestants palestiniens, alors que la situation s'était quelque peu calmée dans les territoires. Ces images impressionnantes, le tombeau de Joseph dans la ville de Naplouse, incendié donc il y a quelques heures. Ali Waken, notre spécialiste du monde arabe, à quoi faut-il s'attendre aujourd'hui dans cette journée de la colère? Vous savez, on voit ces photos et on discute si on est dans une troisième intifada ou pas. Sur le niveau des faits, incendier le tombeau de Joseph en début de la deuxième intifada et la mort dedans d'un soldat israélien d'origine druze, Midhat Youssef, a été un des événements qui avait mis le feu aux poudres. Absolument, dans la première partie de la deuxième. Bon, ce matin, ces images, ces actes n'augurent rien de bon pour la suite des événements? Abou Mazen a rencontré les dirigeants locaux du Fatah il y a 2 jours. Et Abou Mazen, il a dit, on a besoin que cette flamme de violence, ou de ce qu'il a appelé, il n'a pas dit violence, mais de confrontation populaire avec l'armée israélienne, doit se maintenir à condition qu'on puisse la contrôler et l'arrêter à tout moment qu'on décide politiquement qu'il faut l'arrêter. C'est dans ce contexte que se déroulent ces événements. Incendier ce site à Naplouse n'aurait pas eu lieu si l'autorité palestinienne n'a pas voulu qu'il ait lieu. C'est à cause aussi du discours et des mots extrêmement durs de Mahmoud Abbas mercredi soir, finalement, que les jeunes Palestiniens se sentent encouragés à poursuivre ce mouvement? Je ne pense pas, parce que les sondages prouvent que les Palestiniens n'écoutent pas, n'entendent pas Abou Mazen. Il perd constamment sa popularité. Mais Abou Mazen, dans son discours, les Palestiniens ont compris que même notre dirigeant qui est anti-violence, qui a construit sa carrière politique sur l'antiterreur, sur le fait qu'il a défini l'intifada comme une perte de temps et une perte de vie, et a défini les roquettes de la bande de Gaza comme inutiles, des tuyaux de fer inutiles qui nous causent des dégâts. Lui, il félicite la résistance populaire et la bataille populaire des Palestiniens, et certains Palestiniens ont compris que même le dernier modéré palestinien pense que la lutte armée, pour la première fois. Il n'a pas parlé de la lutte armée, mais il a parlé de la résistance populaire. Pour le moment, en tout ce qui est lutte armée, les services de sécurité palestiniens sont en train de faire tout pour les arrêter. Il y a des dizaines de Palestiniens qui sont arrêtés parce qu'ils ont interprété ce discours et d'autres discours comme un feu vert à des actes violents, à l'arme à feu. Mais Abou Mazen, sans doute, il est dans une situation très délicate. Ce vendredi, à mon avis, peut être très important dans la tournure des événements, s'ils vont continuer et à quelle flamme. Voilà, moment de vérité donc ce vendredi. Pour la suite des événements, merci Ali pour ces précisions. Et dans ce climat tendu, direction la bande de Gaza. Pour l'heure, pas de contagion. L'enclave palestinienne reste relativement calme, mais les forces de sécurité israéliennes sont sur le qui-vive. Des blindés ont été déployés le long de la barrière de sécurité. Explication, Anthony Lesme. Depuis une semaine, ils sont plusieurs dizaines à tenter de rentrer en Israël. Repoussés quotidiennement par les soldats de l'État hébreu, parfois mortellement, ces jeunes Gazaouis souhaitent leur part de combat dans ce nouveau soulèvement qu'ils appellent de leur vœu. Nous manifestons aujourd'hui près du passage de Beth Hanoun au nord de Gaza pour dire que la Cisjordanie ne participe pas toute seule à l'intifada de Jérusalem. La bande de Gaza et la Cisjordanie forment un seul corps et vont poursuivre l'intifada de Jérusalem. Le Hamas laisse faire ses jeunes mais ne tolère aucun tir sur Israël. Si quelques roquettes ont été lancées ces dernières semaines, le Hamas a nié les avoir lancées. Israël a tout de même lancé un raid, explosant des munitions du Hamas selon Tsahal et tuant 2 civils, une femme et un enfant selon les Palestiniens. Malgré ses appels à la violence, l'organisation terroriste ne souhaiterait pas a priori une nouvelle confrontation militaire, 1 an seulement après la dernière guerre. Pour autant, l'État hébreu reste méfiant. De nouvelles unités ont été dépêchées le long de la frontière. Et en discussion, le projet de construire une nouvelle clôture de séparation plus imposante, à l'image de celle qui sépare Israël de l'Égypte.
Allez, on reste dans la région en Syrie. La guerre civile pourrait être là aussi un tournant. Une offensive spectaculaire est en train de se préparer. 3000 soldats iraniens supplémentaires ont été envoyés pour renforcer les rangs de l'armée syrienne et du Hezbollah. Le tout, vous le savez, appuyé par l'aviation russe. Une bataille qui devrait se jouer dans les heures, voire les jours qui viennent. Et dans ce contexte, à propos de la crise des migrants, sachez que le Conseil européen sur la crise migratoire était réuni hier avec un objectif limité au maximum l'afflux de migrants vers l'Europe. Alors la question est de savoir évidemment comment Bruxelles compte s'y prendre avec l'aide de la Turquie qui accueillera plus de réfugiés en échange d'une aide financière des 28 Betsabé. Exactement. Alors pourquoi la Turquie ? Bien sûr parce que c'est le pays par lequel transite la majorité des réfugiés venus du Moyen-Orient et comme l'a dit François Hollande hier, eh bien les réfugiés doivent pouvoir être accueillis au plus près de leur lieu de vie d'origine. Écoutez. Nous devons aussi et surtout maintenant faire en sorte que les pays qui accueillent des réfugiés à l'extérieur de l'Union européenne, je pense à la Turquie, à la Jordanie, au Liban, puissent être aidés. Parce que sinon, nous savons très bien ce qui peut se produire. C'est-à-dire que ce mouvement de départ de ces pays-là viendrait nécessairement vers les côtes européennes avec des drames que je veux éviter. Des drames et bien sûr un léger manque d'entrain à l'idée de devoir les accueillir pour des raisons politiques évidentes. Alors du coup, eh bien, la Turquie fait partie des discussions et ainsi promue presque la Commission européenne a annoncé un plan d'action commun avec Ankara, de l'aide pour la prise en charge des réfugiés et l'aide humanitaire. Précision par la chancelière allemande. Nous ne serons pas en mesure de répondre au mouvement de migration sans soutenir la Turquie dans sa prise en charge des réfugiés et dans la fourniture d'aide humanitaire. Alors concrètement, le plan comprend, regardez, donc une aide financière, on vient de le voir, pour aider la Turquie à garder les réfugiés sur son sol et donc les empêcher d'affluer vers l'Europe. Une accélération des négociations pour faciliter l'octroi des visas aux ressortissants turcs, tandis que les dirigeants européens ont convenu de relancer le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Voilà 3 points les plus importants dans un contexte où les relations entre UE et Turquie sont délicates. Le processus en vue d'une éventuelle adhésion est d'ailleurs gelé à l'heure qu'il est. Et puis enfin, à noter cette précision, la création à terme d'un corps de garde-frontières européen qui sera progressivement mis en place. On en avait déjà parlé lors de la précédente réunion. Alors, à noter, Betsabé, que c'est un sommet qui intervient au moment où un rapport de Médecins du Monde vient d'être publié sur la situation des réfugiés dans ces fameux camps où ils sont postés. Voilà, en France notamment, avec un rapport plutôt accablant. L'ONG dénonce des réponses largement insuffisantes. Je cite, alors à Calais, qui est le principal pôle de rassemblement de migrants, Médecins du Monde a déjà réalisé plusieurs milliers de consultations depuis le début de l'année, avec un dispositif d'urgence apparemment habituellement utilisé sur les terrains de conflit. Merci beaucoup, Betsabé. Voilà, et en bref, sachez que le président américain Barack Obama a estimé hier que les forces afghanes n'étaient pas encore assez fortes pour assurer la stabilité du pays. Et il décide donc de maintenir plusieurs milliers de soldats américains au-delà de 2016, la date initialement prévue pour le retrait total des forces américaines de ce pays. On se quitte pour un nouveau point sur l'actu. Juste après, on parlera de ces clubs de foot de quartier, ces centres communautaires, le sport amateur, bref, en France, qui serait vecteur d'islamisation. C'est une note secrète des renseignements français qui fait la lumière sur ce phénomène de plus en plus répandu dans les quartiers. On en reparle après un nouveau journal qui vous est présenté ce matin par Steve Jourdain. Restez avec nous. Retour sur le plateau du Morning, merci d'être avec nous. Le scandale Volkswagen continue de faire des vagues. Le géant automobile allemand annonce qu'il va rappeler 8,5 millions de véhicules dans l'Union européenne équipés d'un moteur manipulé. Ça va démarrer en janvier 2016 et vous le savez, en tout dans le monde, ce sont 11 millions de véhicules qui sont concernés. Je vous propose d'écouter le ministre des Transports allemand.
Nous évaluons à 2 400 000 le nombre de véhicules affectés en Allemagne, donc un rappel à grande échelle est nécessaire. Volkswagen va prendre toutes les mesures pour tenir ses clients informés par Cupertino en coordination avec l'autorité fédérale des transports. L'autorité fédérale des transports a ordonné le rappel aujourd'hui de tous les véhicules en circulation en Allemagne et équipés d'un moteur Volkswagen diesel truqué. Le logiciel permettait au moteur de fausser les résultats de tests anti-pollution. Volkswagen doit maintenant retirer ce logiciel intégré au véhicule et prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité aux réglementations sur les émissions. En France, il s'y passe des choses chez les Le Pen. La saga familiale continue d'occuper le devant de la scène politique. Alors Marion Maréchal Le Pen tente une réconciliation avec son grand-père, Jean-Marie, qui lui réclame 2 millions d'euros au FN, alors que Marine refuse de se rendre chez les juges. Voilà, petit résumé avec Océane Nicole. La saga Le Pen continue, père et fille sont en guerre et seule Marion Maréchal Le Pen semble montrer patte blanche. Petite fille de l'un et nièce de l'autre, elle joue la carte de la conciliation. Ce mardi, réunion familiale au domaine de Montretout à Saint-Cloud. Le fondateur du Front National s'est entretenu avec sa petite fille. Au programme des discussions, la campagne régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur de Marion Maréchal Le Pen. Un croisement de genres destiné à attirer anciens et nouvelles générations d'électeurs du FN, tel est le plan élaboré. Pour cela, il faudrait que la petite fille Le Pen intègre dans sa liste des proches de son grand-père en échange du soutien de celui-ci. Un deal encore loin d'être conclu. De son côté, Marine Le Pen reste sur ses positions et ne rouvre pas la porte du Front National. Ce mercredi, le père fondateur du FN a assigné son parti au tribunal de grande instance de Nanterre. Le but, redevenir membre du parti dont il a été exclu le 20 août dernier. La fille Le Pen a refusé de se rendre à la convocation des juges d'instruction. La présidente du parti a par ailleurs déposé une enquête pour suspicion légitime contre les magistrats. Le fondateur du Front National réclame pas moins de 2 millions d'euros de dommages et intérêts, en réparation notamment du préjudice porté à sa dignité, à son honneur, à sa notoriété et à son action politique. Un dossier encombrant pour le FN à moins d'un mois des prochaines élections régionales. Toujours en France, club de foot de quartier, centre communautaire. Le sport amateur serait vecteur de radicalisation. C'est une note secrète des renseignements français qui fait la lumière sur ce phénomène de plus en plus répandu dans les quartiers. Plus de détails avec vous, Betsy. Exactement. Alors un rapport dans ce sens qui a été remis à l'Élysée par le service central du renseignement territorial. 13 pages qui mettent en exergue certaines dérives dans les clubs amateurs sous un titre plutôt parlant. Le sport amateur, vecteur de communautarisme et de radicalité. Or, eh bien, sont visés aussi bien les joueurs que les éducateurs. Le rapport cite des joueurs d'une équipe qui prieraient sur la pelouse devant les arbitres médusés ou encore des éducateurs sportifs fichés par les renseignements comme musulmans salafistes. Bref, de quoi donner au gymnase et à leur vestiaire des allures de salle de prière. Alors d'ailleurs, le rapport raconte que certains de ces éducateurs dérouleraient des tapis de prière dans les gymnases, tandis que dans l'Essonne, des cours de gym et de fitness seraient strictement réservés aux femmes. Et puis il y a les témoignages, pas mal de témoignages qui ont été rassemblés. Le président du district de football dans les Pyrénées-Orientales a confié de son côté au Figaro qu'effectivement, il y a quelques mois, eh bien, un spectateur aurait alerté que 2 personnes d'une équipe de foot adulte priaient sur un terrain à la mi-temps, commentant c'est un incident mineur, c'est son avis. En tout cas, autre quotidien qui en rapporte de tels témoignages, Le Progrès, c'était en 2012 déjà, j'ai envie de dire, à Lyon, musulmans qui se réunissent chaque dimanche pour prier sur un stade municipal à Juninho. Bref, foot, gym, mais aussi la boxe est touchée et d'autres sports de combat. Est-ce qu'il y a une explication à ce phénomène? Alors la raison est simple, selon les commentateurs, les fondamentalistes religieux profitent, je cite, du repli communautaire de certains quartiers et proposent à ces mêmes jeunes d'allier sport et religion. C'est plutôt tentant. À noter qu'il ne s'agit là que d'un phénomène dans le phénomène. On le rappelle, on évoque là qu'une infime partie des centaines ou milliers même de jeunes touchés par cette radicalisation. On se souvient d'ailleurs de la déclaration du Premier ministre Manuel Valls à la mi-septembre, selon laquelle cette lutte contre la radicalisation de jeunes en France prendrait une génération entière.
Une lutte qui doit mobiliser toute la société, a-t-il insisté. Informer contre la propagande, c'est l'un d'ailleurs des axes du plan annoncé par le gouvernement pour lutter contre le terrorisme djihadiste. Carrément, je vous rappelle qu'un numéro vert a même été mis en place en France pour signaler des jeunes qui auraient par exemple envie d'aller combattre au Moyen-Orient. Voilà pour ce phénomène. Merci Betsabé. En bref, alors que Michel Platini est désormais suspendu de son poste de président de l'UEFA, eh bien sachez que le comité exécutif de l'UEFA s'est réuni hier soir pour finalement réitérer sa confiance à Michel Platini. Il est, je vous le rappelle, suspendu en raison d'un paiement suspect d'une commission que lui devait la FIFA. À l'époque où il travaillait pour Sepp Blatter, aucun président intérimaire n'a donc été nommé hier soir par l'UEFA. On marque donc de soutien à Michel Platini, suspendu pour 90 jours. Petite escale en Birmanie à présent. La classe moyenne émergente dans ce pays est en pleine croissance grâce à l'ouverture des frontières et une certaine jeunesse dorée qui rêve de succès et de gloire se met désormais au cours de bonnes manières. Regardez. On se tient droit et on écoute. Dans un cours de bonne manière, les apparences comptent. Ce genre d'enseignement se développe en Birmanie, avec l'émergence d'une petite classe moyenne. Quand nous étions jeunes, nous n'avions pas besoin de ça. Mais maintenant, la Birmanie est en pleine expansion et beaucoup d'étrangers viennent. Ils seront à la recherche de personnes avec qui ils pourront travailler. C'est pourquoi les cours de développement personnel sont devenus nécessaires. Certains ont été inscrits par leurs parents pour enrichir leur CV, d'autres rêvent de devenir la prochaine Miss Birmanie, car les concours de beauté se multiplient depuis la levée de l'interdiction qui les frappait. Je veux représenter mon pays en faisant du travail caritatif. Je veux travailler comme Miss Birmanie. Après des années d'autarcie, l'ouverture de l'économie birmane a métamorphosé la société. Dans le cas de cette adolescente, les cours d'étiquette lui ont donné confiance, ainsi qu'une récompense lors d'un concours de beauté à Singapour. Nous pouvons à présent communiquer avec la communauté internationale, ouvrir le pays à vraiment bénéficier à tous. Les investissements étrangers et le développement du tourisme créent un appel d'air et des opportunités pour tous ces étudiants qu'ils rêvent d'être hôtesse de l'air, entrepreneurs ou Miss Birmanie. Voilà, et nous sommes vendredi. On va parler médias dans un instant avec toute l'actualité de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Mais pour l'heure, un peu de cinéma avec vos revendications, vos recommandations. Vous ne revendiquez rien ce matin. Non, vos recommandations du week-end. Tout à fait. On me demande souvent qu'est-ce qu'il faut aller voir au cinéma ce week-end, pas plus tard que ce matin avec Rudy. Eh bien, évidemment, cette semaine, je vais vous suggérer d'aller voir notamment le dernier Woody Allen qui s'appelle L'homme irrationnel. Mais on a déjà beaucoup parlé sur ce plateau de ce tout dernier film du génie du cinéma Made in Manhattan. Avec Emma Stone, notamment, très attendu sur ce film. Tout à fait, ouais. Emma Stone et Joaquin Phoenix. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le tout dernier Guillermo del Toro. Et là, je vous vois venir, vous allez me dire, mais c'est qui Guillermo del Toro? Eh bien, Guillermo del Toro, c'est l'ami des monstres, l'architecte du cauchemar, le réalisateur mexicain, visionnaire, à l'univers, je vous l'accorde, tout à fait personnel et singulier, de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban à Blade. Il était également le cerveau derrière le labyrinthe de Pan, qui était un diptyque sur la guerre d'Espagne et qui avait reçu une standing ovation de 22 minutes à Cannes, l'une des plus longues standing ovations. Il avait aussi reçu 3 Oscars. Bref, son dernier film s'appelle Crimson Peak et c'était l'un des films les plus attendus de l'automne. Il est sorti cette semaine et c'est ma recommandation du week-end. On regarde en images. Là d'où je viens, on ne prend pas les fantômes à la légère. Je comprends votre fascination pour la famille Sharp. Edith, je vous présente ma sœur. Mais soyez extrêmement prudente. J'ai le sentiment qu'un lien invisible unit votre cœur et le mien. Comment faites-vous pour vous occuper de ce manoir? C'est un privilège d'y être né. Un de ceux auxquels on ne peut renoncer. Pourriez-vous me donner un double des clés, s'il vous plaît? Ce n'est pas utile. Certaines parties de la maison sont dangereuses. Prends garde à Crimson Peak. Dans ces murs délabrés, dans l'obscurité, les secrets sont partout. Thomas! Quelqu'un est-il mort dans ce lieu? Êtes-vous avec moi? Faites-moi
D'une mort étrange, d'une mort violente. C'est un film d'horreur, quoi, en fait. Alors, on parle beaucoup de films d'horreur, effectivement, mais là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est un film qu'on appelle d'un genre romantique gothique. C'est un genre qu'on ne voit plus trop depuis les années 60. C'est une tradition anglo-saxonne avec une femme au centre de l'intrigue, un peu comme le faisait Hitchcock. Et puis, la maison hantée comme personnage principal, comme dans The Shining de Stanley Kubrick. Crimson Peak, c'est un film où les fantômes, où les fantômes sont gentils, beaucoup plus gentils d'ailleurs que les humains. C'est un peu le style de ce réalisateur Guillermo del Toro. Ça fait plaisir de le retrouver dans un style beaucoup plus artistique que le genre blockbuster auquel il était habitué ces dernières années. Bref, il va y revenir à ce style bien artistique. Le prochain de ces films sera certainement basé sur la Seconde Guerre mondiale. Voilà, celui-ci s'appelle Crimson Peak. À Voilà. voir dans les salles ce week-end. Merci Laetitia. Allez, on passe à l'actu média de la semaine. Rudy, on a beaucoup parlé cette semaine de ce que certains appellent déjà l'amendement anti-Bolloré. Oui, c'est une information de nos confrères d'Europe 1. Alors après avoir publiquement soutenu Vincent Bolloré, patron de Vivendi et donc patron de Canal, eh bien la ministre de la Culture Fleur Pellerin réfléchirait à un amendement qui garantirait par la loi l'indépendance des réactions. En clair, il y a dans les conventions signées entre le CSA et les chaînes une clause de pluralité des opinions et d'indépendance des réactions. Or, dans la convention qui lie Canal et le CSA, cette clause est absente. Donc en modifiant la loi, Fleur Pellerin obligerait finalement toutes les chaînes, dont Canal, à respecter ces clauses. Ça éviterait par exemple de censurer un reportage parce qu'il ne plairait pas à un annonceur ou un partenaire de la chaîne. Et alors de plus, Europe 1 nous apprend que la ministre réfléchirait aussi à réformer ce qu'on appelle les comités d'éthique. Alors c'est un joli nom, mais en réalité les comités d'éthique sont souvent à la botte des propriétaires de chaînes et n'amènent pas grand-chose. C'est un peu la même chose que du côté de la FIFA avec ce qu'a fait Sepp Blatter et son comité d'éthique. C'est vrai. On continue de parler, Rudy, du CSA avec une première dans l'histoire de la télévision française, l'autorisation d'émettre de la chaîne numéro 23 suspendue. Oui, la nouvelle est tombée mercredi et c'est un fait effectivement très rare dans un dossier très sensible. Alors la chaîne numéro 23, elle a été créée en décembre 2012. Elle avait comme but d'être la chaîne de la diversité. Elle a été créée par une société qui s'appelle Diversité TV France et qui s'était engagée à être à la tête de la chaîne jusqu'en 2019. Or, depuis avril, l'idée de revendre la chaîne au groupe Next TV Radio est dans les tuyaux et cette idée provoque la colère du CSA parce que le CSA juge cette vente trop rapide. En fait, ce que l'autorité de régulation reproche aux propriétaires et à l'actionnaire, Pascal Ouzelot, c'est d'avoir finalement créé une chaîne pour revendre la fréquence très très peu de temps après en faisant finalement commerce. Et en fait, une fréquence TNT, c'est difficile à obtenir. Et là, c'est devenu une question politique. Oui, parce que ça a dépassé le cadre de l'économie, de l'audiovisuel, c'est devenu politique parce que, par exemple, les opérateurs de téléphonie déboursent des milliards d'euros à l'État pour avoir le droit d'utiliser les fréquences pour installer un réseau de téléphone. Et à contrario, les fréquences TNT sont données à titre gratuit. Donc, en fait, on reproche au propriétaire numéro 23 de faire commerce d'une licence. Et donc, c'est très mal vu. En enlevant l'autorisation d'émettre, le CSA souhaite faire pression sur Pascal Ouzelot pour qu'il annule la vente et qu'il garde cette chaîne et qui ne la vendent pas donc au groupe Next Radio TV. Voilà, d'autres infos plus légères aussi. Oui, plus léger, enfin léger pas tant que ça quand on connaît le coup de fourchette de l'acteur, baptisé À pleines dents. On parle de qui? On parle de Gérard Depardieu, ça va plaire à Laetitia. Voilà, ça va s'appeler À pleines dents, il y aura 5 numéros pendant 5 soirs. Gérard Depardieu, avec son ami le chef Laurent Audio, va partir à la découverte du patrimoine européen, culinaire européen. Ça me fait plus plaisir que Gérard Depardieu, le culinaire. Eh bien, regardez les deux. Oh, regarde là, il est beau lui. La fumeur, là, Prends des provisions, il n'a pas mangé depuis quoi, 1 heure? Ouais, regarde, attends. Si les hosties étaient... Voilà, le programme sera diffusé sur Arte du lundi 12 au vendredi 16 octobre à 19h. Autre grande gueule dans les news en bref, Joe Star, nouveau juré de la nouvelle Star.
Non mais ton humour du marché de Sarcelles-Saint-Brice, tu le gardes, t'as vu? Parce que... Il va y avoir de l'action sur la prochaine saison de la Nouvelle Star au printemps prochain sur D8. Le rappeur et comédien Joey Starr a en effet annoncé ce matin dans Le Parisien qu'il ferait partie du jury de la prochaine édition du Télécrochet. Lors de sa dernière expérience en tant que juré de l'émission Talent Street sur France O, il s'était illustré par ses nombreuses altercations avec les candidats, incident qui avait obligé la production à interrompre le tournage de l'émission. Mais comme le veut le principe, Nouvelle Star sera bel et bien en direct, les candidats sont prévenus. Je vous l'ai dit la première fois, je vous aime pas. Clé du bonheur. Bip comme fructueux pour M6 et sa filiale Rue 89. Après le marché des programmes cannois, la chaîne a annoncé avoir vendu les droits d'adaptation de l'émission Chasseurs d'appartements dans 11 pays dont les États-Unis, l'Espagne et la Nouvelle-Zélande. Rebaptisé Flat Hunter en anglais, le programme porté par Stéphane Plaza connaîtra une deuxième saison en France courant 2016 sur M6. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci Rudy pour ces infos médias. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Restez sur notre antenne. On continue évidemment de suivre de près tous les développements, notamment en Israël et dans les territoires palestiniens. Tout de suite, nouveau point donc sur l'actu. Portez-vous bien.